Bonsoir, merci d'être avec nous. Gaël Monfils, que voici en quart de finale de l'Open d'Australie. Grosse performance pour le Français qui disputera un quart de finale à Melbourne pour la première fois de sa carrière. Monfils qualifié, on l'a vu, est souriant, mais victime malheureusement d'une petite blessure. Résumé préparé par Claire Vauquier-Ficot. Le Français volant. Un nouveau surnom pour un plongeon à l'horizontale, déjà breveté à Roland-Garros en 2014, qui aurait pu lui coûter cher sur une surface plus dure. 10 minutes d'interruption, une suspicion de doigt cassé et Kuznetsov, son adversaire du jour qui revient à une manche partout. Monfils décroche finalement sa place en quart au bout de 4-7. Une première pour lui en Australie, la 7e en Grand Chelem. Espérons qu'il pourra compter sur ses doigts. Ce sera face à Milos Raonic. Le Canadien crée la surprise en éliminant Stan Wawrinka. Le vainqueur de l'édition 2014 est revenu de 2-7 à rien avant de s'incliner. En battant Bernard Tomic, Andy Murray est le dernier à se qualifier pour les quarts de finale. Il sera opposé à David Ferrer, tombeur de John Isner. Chez les femmes, on y trouvera encore Zhang Shuai. L'épopée continue pour la 133e mondiale issue des qualifications. Victorieuse en 3-7 d'une Madison Keys blessée aux adducteurs, la jeune chinoise continue de faire sensation. Et tout de suite du football avec l'Olympico. Traduisez, vous l'avez compris, Lyon face à Marseille, évidemment, score final, 1 but partout. Je vous le rappelle, Steve Mandanda était en super forme hier soir. Daniel Leclerc. Dans le rôle de technicien de surface, Steve Mandanda est bon à tout faire. Des arrêts et des parades déterminants qui forcent l'admiration. Ça fait 2 week-ends qu'on tombe sur de très grands gardiens qui font de très gros matchs, donc c'est sûr qu'on a un petit peu de regret. L'équipe a été réellement bien dans tous les secteurs. Mandanda, c'est quelque chose de très habituel. C'est notre gardien et c'est un grand gardien. Au Stade des Lumières, l'OM ouvre le score sur une belle remise de Batshuayi. Rémi Cabella, le buteur, exprime sa joie. On a ouvert le score, on a fait le plus vieux. Et voilà, il fallait tenir jusqu'au bout. Et voilà, je pense que c'est ça qu'on retient. Sur un coup franc injustifié, Lyon revient dans la partie grâce à Corentin Tolisso, un partout entre Lyon et l'OM. C'est une grosse frustration, c'est une déception, mais ça ne doit pas nous freiner. On doit continuer à travailler et garder cet état d'esprit qui anime l'équipe depuis un mois, cette qualité de jeu aussi par moment. Je crois que le résultat reflète l'ensemble du match. C'est un résultat qui n'arrange personne, mais les deux équipes ont produit un jeu très intéressant. Lyon et l'OM au coude à coude en championnat, à l'image des amis retrouvés Mandanda et Valbuena. Le foot à l'étranger maintenant avec 2 images très contrastées ce soir. En Italie, nouvelle victoire de la Juve, on va y revenir dans quelques instants. Et en Espagne, premier accro, oui, premier accro pour Zinedine Zidane. Le commentaire est signé Richard Coffin. Un brin agacé ce cher Zinedine Zidane. Les 400 pas, à défaut du coup parfait, hier. Depuis l'arrivée du Français, le Real avait l'habitude de briller, là, c'est raté. La défense madrilène enrhumée, d'abord avant ce petit bijou de Cerrado. Le Betis Séville mène 1-0. Forcément, le Real Madrid pousse et y arrive grâce à, disons, une force supérieure. Rames bien hors jeu pour Benzema, un partout. Premier nul de Zidane qui n'avait connu que la victoire depuis sa prise de fonction. Le Real Madrid est 3e à 4 points du leader, le Barça. Puisqu'on parle français de l'étranger, direction l'Italie. Paul Pogba dans ses œuvres. Une passe pour Paolo Dybala. La Juventus de Turin s'impose 1-0 face à l'AS Rome. La vieille dame retrouve ses élans de jeunesse. La Juventus est 2e à 2 points seulement de Naples. Ça promet. Les demi-finales de la Coupe de la Ligue, c'est chez nous. Ça commence demain avec un grand match. Lille face à Bordeaux. Bordeaux qui est en confiance face à des Lillois qui sont en plein doute depuis quelques matchs. Alex Boyon, explication. Semaine cauchemardesque, éliminé piteusement en Coupe de France mercredi par les amateurs de Trélissac. Les Lillois se sont fait humilier samedi sur leur terrain 3-1 par des Troyens qui n'avaient pourtant gagné aucun match en Ligue 1 cette saison.
la crise n'est pas loin pour cette équipe qui n'en est pas vraiment une. Ça ne me gêne pas de dire que le groupe ne vit pas bien. Hein. Non, il ne vit pas bien. Il n'y a pas de rivalité vraiment comme on peut le décrire à travers... Non, c'est pas ça, c'est que chacun est un peu égoïste, quoi. Il n'y a pas de groupe, quoi. On ne va pas, aller bouffer tous les jours ensemble, hein, c'est sûr, comme ce que j'ai connu il y a une période. Hein. Mais après, il y a les différences de génération aussi, mais il y a le respect, c'est le plus important. 14e au classement avec 3 points seulement d'avance sur le premier relégable. Le LOSC doit absolument s'imposer demain en demi-finale de la Coupe de la Ligue pour sauver une saison très mal engagée. Problème, les Lillois affrontent des Girondins de Bordeaux en pleine confiance. Les Bordelais, en lévitation depuis 2 mois, restent sur une impressionnante série de 11 matchs sans défaite, toutes compétitions confondues. La seule chose embêtante, c'est que chaque match qu'on joue actuellement se rapproche un petit peu plus de la fin de la série. Même si c'est vrai qu'on ne va pas faire la fine bouche et on a quand même un petit peu plus de certitude aujourd'hui qu'on a pu en avoir courant novembre. Finalement, la seule inquiétude bordelaise concerne le poste de gardien de but. Suite à la rupture du ligament antérieur du genou gauche survenu samedi à Nantes, Cédric Carasso sera indisponible pour le restant de la saison. La chance tourne à nouveau à Lille d'en profiter. Et tout de suite, les championnats d'Europe de handball. On attendait tout à l'heure la prestation des Norvégiens, qui sont les prochains adversaires des Français. Et bien surprise, les Norvégiens en rouge ont concédé le match nul. 31 partout face à la Macédoine. Pour se qualifier, il suffira, si on peut le dire comme tel, d'une victoire aux Français face à la Norvège, quel que soit l'écart de but entre les deux équipes. Et ça, c'est nouveau. Le handball toujours, l'autre info du jour importante, écoutez bien, c'est le changement d'entraîneur à la tête de l'équipe de France féminine. Explication de Manu Roux. Alain Porte n'est plus ce soir l'entraîneur de l'équipe de France féminine de handball. Nommé en juin 2013 à la tête des Bleus, l'ancien international semble payer des résultats décevants et des rapports conflictuels avec ses joueuses qu'il n'a pas toujours ménagés en public. Si j'ai d'affaire à des petites filles, il faut qu'elles réagissent vite parce qu'on ne peut rien espérer en tremblant comme on a tremblé dans les 10 dernières minutes. À croire que la défaite en quart de finale du dernier mondial a laissé des traces. Alain Porte se disait en outre victime d'une campagne de déstabilisation, invoquant le vol de son téléphone portable en plein match et des lettres anonymes reçues à son domicile. Après avoir soutenu son entraîneur dans un premier temps, la Fédération française a mis fin à sa mission aujourd'hui. Et le successeur d'Alain Porte n'est autre que son prédécesseur, Olivier Crumbolz, entraîneur pendant 15 ans de cette équipe qu'il a menée au titre mondial en 2003. Sa mission, aider les Bleus à décrocher leur billet pour les Jeux de Rio lors du tournoi de qualification olympique en mars prochain. Morgan Parra, forfait avec les Bleus. Le demi-mêlée de Clermont s'est blessé au pied gauche hier dans son match de Coupe d'Europe face à Bordeaux-Bègles. Pas de stage non plus pour son coéquipier Sébastien Vahamine, a touché un genou. Pour les remplacer, Guy Novès rappelle Sébastien Serin, demi-mêlée de l'UBB, et Bernard Leroux, le 3e ligne du Racing. Sa terrible chute à Kitzbühel il y a 2 jours a fait le tour du monde. Axel Lund Svindal, genou droit en vrac, a déjà terminé sa saison. Son moral lui est au beau fixe. La preuve, cette vidéo depuis l'hôpital en compagnie de l'Autrichien Streitberger, autre victime de la descente. La voiture s'est déportée sur le côté gauche de la route. Les coureurs ont crié, mais elle a continué et ils n'ont pas pu l'éviter. C'était vraiment un accident très violent. Parmi les 6 coureurs de l'équipe Giant percutés par une voiture samedi en Espagne, le Français Warren Barguil, fracture du scaphoïde, est sorti de l'hôpital. L'Allemand John Degenkolb, vainqueur de Paris-Roubaix ici l'an dernier, a subi des opérations au niveau du fémur, à une main et à l'avant-bras. Le vélo encore, le cyclisme, pardon. 3 victoires d'étape et un beau maillot jaune sur les épaules. Adrien Petit, que voici, a donc remporté la Tropicale qui se déroulait la semaine dernière au Gabon. C'est une belle entrée en matière pour l'équipe Direct Énergie, chère à Jean-René Bernaudot. Thierry Adam, commentaire. À croire que changer d'équipe, il a quitté Cofidis cet hiver et de continent, ont transformé Adrien Petit. La Rajoie, il a eu 25 ans, avait ouvert son palmarès pro déjà ici au Gabon en 2013. Cette fois, il a marqué son empreinte. La Tropicale Amissa Bongo, avec 3 victoires en 7 étapes, 2 sprints et le contre-la-montre. Il restera aussi le coureur ayant offert sa première victoire à Direct Énergie, la nouvelle appellation de l'équipe vendéenne du capitaine de route Thomas Veuclair, bien utile pour la gestion autour de celui qu'il surnomme le Bison.
C'est une grande satisfaction personnelle, mais aussi un gros travail d'équipe. Vraiment, j'avais une équipe très forte parce que les adversaires ont essayé de nous faire plier plusieurs fois sur le circuit final pour aller prendre les bonifications. On ne s'est jamais affolé. Avec sa victoire finale au classement général, l'ancien vice-champion du monde espoir en 2011 porte à 7 ses succès pro. C'est surtout sa première course à étapes. 3 victoires d'étape, le général. On peut dire que l'équipe Direct Énergie commence vraiment la saison sur des bonnes bases. Et on verra si cette victoire exotique lui sert de déclic. C'est en tout cas un transfert et un début réussi pour la nouvelle équipe française. Les snowboardeuses françaises que voici en super forme hier en Coupe du Monde. Moem Lokos et Trespoch ont pris les 2 premières places. Trespoch, que nous avons rencontré il y a quelques jours déjà, participera au X-Games le week-end prochain aux États-Unis. C'est une championne très discrète qui avait décroché, souvenez-vous, le bronze à Sochi au JO. Reportage de David Sandona. Du blizzard, de la neige et du froid. Et pourtant, au sein de l'équipe de France de snowboard cross, à l'entraînement, l'ambiance est toujours chaleureuse. Derrière ses airs de championne modèle, Chloé Trespoch, la médaillée olympique, n'est pas la dernière à mettre le bazar. Un peu de lutte, un peu de combat pour se chauffer et faire passer le temps avant le début d'entraînement. On travaille la combativité. À 21 ans, la skieuse de Val Thorens possède déjà un sacré palmarès. Championne du monde en 2012, l'hiver dernier, elle monte à plusieurs reprises sur les podiums en Coupe du Monde. Une juste récompense pour cet acharné travail. Ce matin-là, dans des conditions dantesques, elle ne calcule pas et donne le maximum. Non, c'est pas toujours facile, je suis pas motivée à 100%, mais je sais pourquoi je suis là. Donc je me donne toujours à 100% parce que je sais que mon objectif c'est de gagner des courses et donc ça passe par des journées difficiles d'entraînement. Le start, tu le connais, on l'a fait hier, donc je veux que ça percute tout de suite. Pour Chloé, c'est encore que le début à haut niveau. Il y a encore de la marge dans sa progression, que ce soit techniquement, sur le plan technique, mais aussi sur le plan un petit peu psychologique pour aborder les courses. Cette championne d'1m76 a toujours le sourire. Il faut dire qu'avec Nelly Moem Lokos, l'une de ses meilleures amies et partenaires en équipe de France, elle forme un sacré duo. Pourtant, après les Jeux Olympiques et sa médaille de bronze il y a 2 ans à Sochi, tout n'a pas été simple. Médaillée de bronze. Début d'hiver dernier, j'étais un peu perdue, mais là, ça y est, je pense que je suis la même qu'avant les JO, quoi. J'aborde l'événement de la même manière, je suis là pour me donner à fond, et puis je me bats jusqu'au bout. Et voilà, j'ai plein d'objectifs en tête, je suis jeune, donc voilà, j'ai le temps d'aller chercher d'autres médailles encore. Bien dans sa tête, Chloé a plus que jamais soif de victoire et de trophées. Sur la neige, tout semble facile pour la Savoyarde, sur sa planche ou même sans. Question, connaissez-vous le grappling ? Non, sans doute pas, je vous rassure, moi non plus. On va tout vous dire ce soir dans l'édition de TLS. Le grappling, écoutez bien, c'est une nouvelle discipline de combat. Et oui, la Coupe de France s'est déroulée à Saint-Flour en Auvergne ce week-end. Reportage de Laurent Passural et Anne-Claire Huette pour les images. De loin, le grappling, ça ressemble un peu à de la lutte, mais l'évolution actuelle des sports de combat vers plus de réalisme et moins de règles a donné naissance à une pratique de combat au sol beaucoup plus complète. Le grappling, c'est une discipline de préhension, donc qui descend de la lutte libre, de la lutte gréco-romaine et du judo. Donc on peut utiliser toutes ces techniques-là, plus des techniques de sol, de soumission, etc. En lutte, ce serait ridicule de se mettre sur le dos, parce qu'on perdrait directement. Au judo, c'est pareil. En grappling, on a le droit d'utiliser le sol, de se mettre sur le dos. Le but de cette discipline, quand on combat, c'est de finaliser, c'est-à-dire de faire abandonner l'adversaire. Donc pour ça, il y a les clés articulaires, il y a les étranglements, il y a aussi ce qu'on appelle les compressions musculaires. Une pratique favorisée par le développement international du MMA, les arts martiaux mixtes encore interdits en France et dont le grappling est une composante essentielle. Une discipline qui séduit aussi les jeunes filles comme Léna, ici dans le 2e combat de sa toute jeune carrière. Les sensations qu'on ressent quand on est sur les tapis, c'est de l'adrénaline qui monte, tout. C'est incroyable. Va la chercher cette guillotine, fais gaffe qu'il passe pas en monte.
Une première qui a été un vrai succès. Près de 400 grappleurs et grappleuses s'étaient donné rendez-vous à Saint-Flour ce week-end. Changement de décor, objectif Enduropal, la mer et le sable. Dans quelques jours au Touquet, ce sera la grande explication entre les motos et les quads, dans 2 courses différentes évidemment. Côté quad, on suivra Virginie et Émilie, ce sont les régionales de l'étape, comme on les appelle. Elles visent le podium, bien évidemment. Reportage de Corinne Sala et Guy Ayert. Virginie, c'est la brune. Émilie, la blonde. Ces 2 trentenaires occupent actuellement les 2e et 3e marches du podium du championnat de France de quad sur sable. Dernière épreuve de la saison, le quaduro au Touquet, samedi. Elles sont concurrentes quand elles enfilent leur casque et inséparables quand elles mettent le pied à terre. Il y a 2 ans, j'étais blessée et Émilie, j'y suis allée la voir sur la piste, elle était en train de rouler. Et je me suis présentée en tant que pilote. Et depuis ce jour-là, on ne s'est jamais quitté. Et moi, c'est plus la préparation physique. Et après, sur le terrain, forcément, le départ est donné, mais il y a toujours une complicité qui naît. On fait quand même attention l'une à l'autre, même si, allez, il y a l'esprit de compétition quand même. Virginie, numéro 35, championne de France l'an passé, s'engage pour un 5e quaduro. Émilie, dossard 39, signe pour une 3e participation. Faire le Touquet, c'est clore sa saison en beauté. Je suis motivée. Après, maintenant, on n'est jamais à l'abri d'une casse, donc il faut rester la tête sur les épaules et puis penser que ça peut aussi arriver. Et ça serait beaucoup de déception parce qu'il y a beaucoup d'entraînement derrière. Ça fait 2 ans que j'ai pas de chance avec mon quad. Donc l'année dernière, j'ai eu la chance d'avoir des mécanos derrière moi pour réparer mon quad. J'ai pu repartir le dernier tour pour valider mon championnat de France que j'ai gagné. Départ samedi à midi sur la plage pour 2h30 de course. Rendez-vous au Touquet! Et oui, et on aura rendez-vous en télé aussi à suivre en direct dans la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie et sur francetvsport.fr. Voilà, c'est fini. Bonne soirée sur la 3 et à demain, fidèle au poste. Salut!